Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Pour Paul-Éric Quinguet, Maurice Kamto est un homme ingrat. Si Maurice Kamto est tout ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à ce gouvernement, poursuit Paul-Éric Quinguet. Kamto est un homme qui est venu s'intéresser à la politique que lorsqu'il était déjà à la retraite. Écoutons maintenant la sortie de Paul-Éric Quinguet. Écoutons. N'oubliez pas que les fonctions que Kamto a occupées à l'international demandaient que le gouvernement de la République le soutienne sa candidature. N'oubliez pas que la femme de Kamto a également été directeur au Minerex, où elle a d'ailleurs fini comme ministre plénipotentiaire. Cet État n'a que été généreux avec ce personnage. Kamto n'est entré en politique qu'en pleine retraite. C'est-à-dire qu'il ne vient faire la politique, il ne vient s'intéresser aux affaires de la cité qu'en pleine retraite. C'est-à-dire après avoir envoyé ses enfants à l'école, après avoir bouclé sa carrière, c'est à ce moment qu'il entre en politique. Et on trouve qu'il est un messie. Ces gars ne disent pas que moi j'ai vendu ma jeunesse. J'ai passé 9 ans de ma jeunesse en prison pour les êtres humains, pour le bien-être de mes populations. On va me dire que c'est les populations de Penga, mais c'est aussi des populations du Cameroun. Si chaque main se battait pour ces populations, l'ensemble des Camerounais seraient heureux. Je voudrais vous dire que je suis devenu maire, j'avais à peine 41 ans. 41 ou 42 ans. À peine. Mais sauf que j'ai sauté de 41 à 42 ans à 50 quelque chose d'années en prison. Pour mes populations. Quand on n'a pas sacrifié sa jeunesse de 40 ans, de 42 ans, il ne l'a pas sacrifié. Il a attendu être en retraite pour commencer à venir pomper l'air aux Camerounais. Quand vous discutez même avec eux, vous leur demandez que Kamto a même déjà fait quoi. Vous savez ce qu'ils vous répondent? Qu'il a donné Bakassi au Cameroun. Mais Kamto travaillait son argent. Il était salarié dans ce qu'il faisait là. Dites aux Camerounais qu'il était salarié. Moi, quand je luttais pour mon peuple ici, là, j'étais pas salarié. Au contraire, c'est moi qui donnais à mon peuple. On lutte pour une cause lorsque la cause est gratuite. Lorsque la lutte est gratuite. Alors que vous êtes en train de lutter, si on vous paye vos honoraires d'hôtel, de nourriture, de ci, de ça, vous n'êtes pas en train de lutter pour une cause noble. Vous êtes en train de travailler comme un maçon est en train de crépir le mur, comme un menuisier est en train de raboter le bois. Vous êtes en plein dans votre travail. Kamto était en plein dans son travail. Et d'ailleurs, dans son travail, il a eu un bonus. Le bonus du poste de ministre délégué. Il y en a qui travaillent comme ça toute leur vie. Ils ne sont pas ministres délégués. Ils ne sont même pas sous-chef du village. J'ai jamais été promu par ce régime. Jamais. Je suis allé à l'élection, j'ai battu à l'élection, j'ai tapé tout le monde, mais ils m'ont même arraché cette fonction. Je suis revenu, j'ai encore tapé, et Kamto et le pouvoir, et tout le monde réuni, SDF, tout ça mélangé, j'espère qu'ils ne vont plus m'arracher cette fonction. Et on dira, voilà, l'État veut encore attenter à ça, alors que c'est un individu qui n'est pas forcément d'accord avec Kamto. Les problèmes de santé publique sont les problèmes d'État. C'est les problèmes régaliens. Penda Ekoka n'est pas médecin, il ne peut pas se lever pour aller donner des azithromycines aux gens, ou alors, je ne sais pas quoi, la chloroquine aux gens. Ce n'est pas le rôle de Penda Ekoka. L'État doit veiller à ce que les médecins que le programme de Kamto va intégrer soient des médecins agréés. Je suis pourtant maire. Mais voyez-vous, quand je fais fabriquer des cache-nez, les seaux et autres, mon sous-préfet en est informé, tout le monde en est informé, c'est comme ça que ça se passe. Pourtant, j'ai même le pouvoir de requérir la police et la gendarmerie. Moi, j'ai ce pouvoir-là, contrairement à ce que les gens pensent. Et c'est la loi. Moi, j'entends certains dire que j'ai trahi. Et chaque fois que j'entends ça, moi, je ris. Je ris parce que d'autres disent que je suis Judas. Mais ce qu'ils ne disent pas aux Camerounais, c'est que Judas était le disciple de Jésus. Moi, je n'étais pas le disciple de Kamto. Si Judas était le disciple de Jésus, moi je n'étais pas le disciple de Kamto. J'étais un partenaire de Kamto. Et on ne traite pas un partenaire comme un disciple. Que ceux qui disent que je suis Judas arrêtent.
Mais venez voir quand les gens de Kamto exigent de moi de faire comme ils veulent. Parce qu'ils veulent voir Kamto au pouvoir. Moi, j'ai été en prison pour des combats avant Kamto. Personne d'eux ne s'en souvient. Moi, je suis allé en prison pendant 8 ans parce que je défendais la cause des plus faibles de Njombe Pendia dans la Bananéré. En ce moment, la Kamto était au gouvernement et il mangeait avec Paul Biya. Je les vois faire défiler certaines de mes vidéos en disant que je me contredis. Non, moi, je ne me contredis pas. Ce qui n'arrive pas à montrer aux Camerounais, c'est qu'avant même mon alliance avec Kamto, j'avais déjà fait une vidéo qui a fait le tour, où j'étais en train de faire des mêmes remontrances aux gens de Kamto. Je dis avant l'alliance avec Kamto. Il faut qu'ils ressortent cette vidéo où je prévenais déjà Kamto sur la violence de ceux qui l'entourent. Cette vidéo existe dans les réseaux sociaux. J'ai mis 10 mois en prison. Je n'ai pas vu des Camerounais venir me donner à manger en prison. Hein. Parce que les gens se comportent exactement comme s'ils avaient mis un plat de repas qui m'a fait... J'ai mangé du premier jour au jour où je suis sorti de prison, leur nourriture, ils m'ont envoyé tout. Non. J'ai entendu certains d'entre eux, parce qu'ils sont à court d'arguments, dire que j'ai tué la Piro de Mbanga. Je suis sûr que quand Luisette Lambo suit ça, elle a mal. Qu'on laisse mon ami reposer en paix. Mon ami Lapiro est décédé de cancer de prostate qui a fait des ramifications au niveau des os. Je fais partie des gens qui l'ont conseillé avant même que Lapiro ne sorte de prison. Il avait déjà eu ce cancer. C'est pour ça que Dr Amougou et lui, le médecin de l'hôpital de prison, de la prison centrale de Douala, ont eu des problèmes. Et Dr Amougou n'est pas encore décédé. Luisette Lambo, qui est une amie, une sœur, qui est l'épouse de mon ami, je voudrais qu'on laisse mon ami reposer en paix. Pour ceux qui ont connu Lapiro est mort de cancer. Jusqu'à la veille de sa mort, il m'a appelé, je dis bien 24 heures avant sa mort, il m'a dit: Paul-Éric, pourquoi tu ne mets pas Skype pour voir comment je suis transformé? J'ai perdu presque 60 kilos. C'est ce jour qu'il me dit: Paul-Éric, si je décède, tu vas dire à Luisette de m'incinérer. Et quand il est mort, j'ai appelé Luisette et Luisette peut m'écouter là. Parce qu'il m'a dit, si je ne t'appelle pas lundi, je ne t'appelle pas mardi, sache que je n'existe plus. J'ai attendu l'appel de Lapiro lundi, j'ai attendu son appel mardi. Mercredi, quand j'appelle Luisette, elle me dit que voilà ton frère en plein, il ne parle plus, en plein coma. Allez voir la vidéo de Lapiro de Mbanga à Oslo. Il passe à une conférence à Oslo, où il me rend hommage. 1 an et demi après sa sortie de prison, il me rend hommage et demande même ma libération. Voilà quelqu'un, vous êtes entré en prison pour l'empoisonner, mais il sort pour vous rendre hommage et il demande même votre libération. Allez taper AFD sur YouTube, AFD International, Paul-Éric Kingué. Vous allez voir que dans cette vidéo, Lapiro témoigne. Mais il était déjà sorti de prison, il témoigne, il dit que King est vraiment, lui et moi, nous étions dans le même combat. J'ai dit, après sa sortie de prison, mais comment est-ce que je peux vous avoir empoisonné et vous parler en bien, vous parlez tellement bien de moi et partout, à Oslo, au Cameroun, dans les vidéos et tout. Vous voyez, quand les gens veulent salir quelqu'un, ils passent garde de Kamto. Vraiment, je vous dis, c'est des malades mentaux. Si ces gars prennent ce pouvoir, le pouvoir dans ce pays, je peux vous assurer que le pays va se fragmenter. S'ils veulent prendre le pouvoir dans ce pays, ils me trouveront en face. Cette fois-là, c'est pas Paul Biya ou je sais pas qui, machin, qui trouveront en face. Ils me trouveront en face. Je suis en train de penser à faire un monument au quartier 5. Au quartier où il habitait, je sais pas, quartier 3 ou 5. Il était chef quand même d'un quartier. Je suis en train de penser à lui, à faire monter une stèle à son honneur et à sa mémoire. Vous êtes sur Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible.
parle maintenant du financement des partis politiques au Cameroun. Quel est le cadastre juridique qui encadre le financement des partis politiques? Et le prétexte, bien sûr, ce sont les collectes de fonds qui ont été annoncées cette semaine et le rappel à l'ordre de Paul Atangandji à certaines formations politiques qui avaient entamé des collectes parallèlement à celle qui a été ordonnée par le chef de l'État camerounais, Paul Biya, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Le ministre Paul Atangandji a clairement indiqué que ces collectes-là, elles sont illégales et devraient obéir aux règles qui sont les nôtres dans notre pays, le Cameroun. Dans sa réponse à Paul Atangandji, le ministre, il a été ministre il y a longtemps, Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto estime que la nécessité crée la loi. Quand il y a une nécessité, on peut estimer que c'est la loi. Alors, je vais d'abord passer la parole aux juristes. Il y a beaucoup de juristes sur le plateau. Peut-être le prof Ronan Guini d'abord. Que dit la loi en ce qui concerne le financement des partis politiques? On sait déjà ce qui s'est fait sur le plan du financement des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Mais quand il s'agit des activités d'un parti politique, la collecte de fonds s'est fait dans quel cadre juridique? Je ne pense pas que le problème soit en tant que tel, d'abord, le problème du financement des partis politiques. Le problème qui se pose en l'occurrence, c'est un problème des conditions de validité d'un appel à la générosité publique. Et en la matière, il y a des dispositions qui peuvent renvoyer à différents textes. Il y a la loi 83-03 du 21 juillet 1983, qui est assorti d'un décret d'application, je crois que c'est le 85/1411 du 14 août 1985. C'est elle en réalité qu'on doit utiliser comme instrument par rapport à tout ce qui touche à la régulation juridique des collectes de fonds. Il y a une deuxième loi qui, de manière marginale, pose ce problème de la collecte de fonds, c'est la loi 90-056 du 19 décembre 1990 sur les partis politiques, dont un article renvoie à la possibilité que les partis puissent collecter des fonds, mais des fonds qui sont effectivement assurés par leurs propres membres. Il y a maintenant les dispositions de la loi sur les financements des partis politiques, mais je ne pense pas que dans le débat qui nous concerne ici, cette loi-là vienne en premier. Parce que si c'était le cas, il est évident que l'initiative entreprise par le mouvement de la Renaissance du Cameroun, le MRC, serait complètement en dehors de la loi. D'ailleurs, pour le reste même, il n'y a même pas de chance qu'elle soit dans la loi, même pas le canal de la loi 90-056, elle ne le resterait pas. De quoi s'agit-il en réalité? Il s'agit d'un mécanisme qui a été mis en place dans le but affiché de contribuer à la lutte contre le Covid-19. A priori, c'est un mécanisme qui ne pose problème qu'à partir du moment où on l'envisage sur la base d'une logique d'instrumentalisation politique polémique. Autrement dit, s'ils avaient fait leur mécanisme et étaient allés voir le ministre de l'administration territoriale pour demander à ce que ce soit autorisé et pour qu'il puisse rentrer dans le cadre de la lutte contre le Covid, les choses seraient déjà différentes. Maintenant, il y a un problème moral qui se pose. Le problème, c'est que on ne peut pas, de manière décente, instrumentaliser des conjonctures de crise grave comme les conjonctures de santé publique à l'occasion, par exemple, d'une pandémie. On ne fait pas de la politique politicienne avec une pandémie, parce que quand la pandémie s'étend, elle ne choisit pas ce qu'elle peut affecter. On n'a pas là une pandémie qui va choisir si vous êtes du RDPC, si vous êtes du PCRN, du SDF ou du MRC. La pandémie ne va pas choisir selon que vous soyez catholique, protestant, musulman ou autre. Donc, dans ce genre de situation, la maturité politique et la décence morale, c'est d'agir en commun. L'idéal, donc, aurait été donc que dans le cadre du mouvement de solidarité, les différentes formations politiques, si elles estiment qu'elles ont des choses à apporter,
rentre en contact avec les autorités, ce qui aurait permis aussi justement un dialogue sur les mesures que les autorités prennent à l'occasion de la gestion de cette crise. Donc moi je pense que c'est aussi simple que ça. Pour finir donc, le MRC a évoqué le fameux principe nécessité fait loi. Fait loi ou nécessité n'a pas de loi. Necessitas non habet legem ou necessitas facis legem. C'est un principe qu'on peut utiliser dans différents compartiments du droit. On peut l'évoquer à partir du droit pénal, on peut l'évoquer aussi en droit administratif et ailleurs. Mais en réalité, tel qu'ils l'ont utilisé, ce principe-là ne s'applique pas de manière pertinente. Ce qui me semble valoir, c'est un principe tout simple, qui est à la base de tout système de droit, qui est le principe nemo sensetur ignorare legem. Nul n'est censé ignorer la loi. En matière d'appel à la générosité publique au Cameroun, il y a une loi qui existe, et une loi, c'est un principe, une loi, c'est un objet et un champ d'application, et ce sont des procédures. Ils ont voulu de manière sophistique quereller les modalités en disant que la loi à l'époque, étant élaborée dans un contexte où il n'y avait pas Internet, à partir du moment où le mécanisme de collecte de fonds passerait par Internet, il ne relèverait pas de la loi. Ça ne me semble pas quelque chose de pertinent. D'accord. Honorable Cabral Libye, sur la question, il y a la question de la légalité qui se pose, également la question de la légitimité. Dans le prolongement du propos que le professeur vient de tenir, il faut bien insister sur une question qui, pour moi, est tout le temps ignorée. C'est la question du financement privé des partis politiques. Qui n'est pas couvert. Et là, c'est le code électoral. Parce que la question du financement des partis politiques est bien abordée par le code électoral, l'article 278, je crois l'article 287. Et le 278, alinéa 2, dit bien qu'un texte particulier viendra préciser les modalités. Oui, le libellé exact, c'est texte particulier, mais un texte d'application viendra préciser les modalités de financement des privés, financement privé et des partis politiques et des campagnes électorales. Tout ce qu'on dit sur le fondement de la loi de 90, c'est que les partis politiques ne peuvent recevoir ni financement, ni dons, ni legs de l'étranger. Donc, en fait, en matière de financement privé des partis politiques sur le sol camerounais, et ça ne date pas du code électoral de 2012, ça date de depuis lors, il y a un vide juridique complet. Ça, c'est une chose. Et je ne sais, de toute façon, ce n'est pas moi qui m'en plaindrai, parce que le vide juridique facilite effectivement les choses, en tout cas sur la captation des fonds. Pour une fois, un vide juridique peut être important. Ça, c'est une chose, et je pense qu'il est quand même temps. Parce qu'aujourd'hui, le monde, globalement, est aujourd'hui traversé par un certain nombre de crises, le terrorisme et tout le reste. Je crois que le Cameroun est justement l'un des rares pays où la question du financement privé des partis politiques reste dans le vide. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. Ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais je voulais faire cette précision-là qui, de mon point de vue, est importante. Pour revenir sur le texte qu'a évoqué le ministre de l'administration territoriale, moi, je l'ai vécu comme une caporalisation de la générosité. D'abord, il faut savoir qu'au Cameroun, des initiatives de générosité publique pullulent. Mais vous me direz, c'est la tolérance administrative. Le problème avec la tolérance administrative, c'est que quand on laisse pour les uns et qu'on n'autorise pas pour les autres, ça fait polémique, justement. Mais vous êtes d'accord avec moi que c'est à la faveur de cette actualité que beaucoup de Camerounais ont su que cette petite loi de cet article existe. D'ailleurs, dans un document très courant qu'on distribue au MINAD qui contient tous les textes de l'administration territoriale, c'est là que beaucoup de gens ont su que ce texte existe. Donc moi, je pense déjà que cette loi, et moi qui suis à l'Assemblée nationale, j'ai entrepris de faire une proposition de révision de cette loi parce que je pense qu'on devrait plutôt passer au régime de déclaration de l'initiative de générosité, mais que cette initiative, que l'objet de la générosité soit effectivement en conformité, en adéquation avec les lois et règlements en vigueur. Parce qu'on ne peut pas maintenir l'initiative de la générosité publique ou d'appel à la générosité publique sous le régime de l'autorisation. Donc à la faveur justement de cette actualité, je pense qu'il y a nécessité faisant, loi vous l'avez dit, il y a nécessité de réviser la loi en la matière. Maintenant, si vous voulez, sur la question de fond, à la vérité, j'ignore les mobiles des uns et des autres. Le PCRN, en tout cas sur cette question, c'est public, a annoncé une plateforme contributive,
une fois que nous aurons eu l'impression qu'effectivement la prise en charge du Covid-19 dépassait les pouvoirs publics. Parce qu'il faut savoir qu'en matière de générosité, rappelez-vous, dans la guerre contre Boko Haram, on a eu toutes sortes d'initiatives de générosité publique dans ce pays. On avait même des bidons, des sacs dans des supermarchés, toutes choses qui étaient en contradiction avec la loi. Mais les gens mettaient de l'argent partout. Et cette loi précise bien que toute initiative de générosité qui ne reçoit pas autorisation, c'est de l'escroquerie. Donc on est d'accord que lorsqu'il fallait soutenir la guerre, soutenir, je veux dire, notre armée, l'effort de guerre, on a organisé une escroquerie généralisée, personne ne s'en est plaint. Donc ce qui fait débat ici, ce n'est pas tant la loi, c'est l'objet, selon que ceux qui décident acceptent un objet ou pas. En l'occurrence, je crois qu'ils n'ont pas voulu de certaines levées de fonds. Ils ont estimé que l'objet de cette levée de fonds leur posait problème et ils ont utilisé la loi pour y mettre fin. C'est aussi simple que cela. Professeur Aboya Manassé, pourquoi ne pas s'aligner derrière l'initiative qui a été lancée par le chef de l'État, puisque c'est le même objectif qui est recherché, à moins qu'il y ait des suspicions sur la gestion des fonds du chef de l'État, ou encore la gestion des fonds des quêtes ou des collectes organisées par des privés. Est-ce qu'il y aurait d'autres objectifs derrière? Si on vise tous la lutte contre le Covid-19, pourquoi ne pas avoir une caisse commune? Moi, je pense qu'il y a quand même au moins une précision à indiquer. Hein. Quand on lit le communiqué... Sur la loi? Même sur la loi, ou bien sur ce qui se passe à l'heure actuelle, le communiqué du MINAD indique clairement, sans autorisation du ministre de l'administration territoriale. Je crois que c'est très important. Ça veut dire que, au cas où il y aurait même cet appel à la générosité publique, elle devait requérir l'autorisation du ministre de l'administration territoriale. Et je crois que c'est un élément fondamental. Nous sommes dans une période extrêmement complexe de crise sanitaire qui fragilise la souveraineté de l'État. Et donc, l'appel à la générosité publique incontrôlée peut être préjudiciable même pour la sécurité intérieure de l'État. Qui plus est, j'ai suivi dans les réseaux sociaux, les gens disaient, on a toléré pour tel, pourquoi on veut réprimer pour tel. Je pense que c'est un argument vraiment banal. Un argument banal, pourquoi? Parce que si vous avez 5 voleurs qui ont cambriolé chez vous et que la police en attrape 3 et les juges les amène au tribunal, on ne peut pas dire que pourquoi il n'a pas attrapé les autres avant de juger cela. La loi, voilà, la loi pénale est individuelle. Celui qui est voleur, qui a été attrapé, est jugé. Le jour qu'on attrapera les autres, on les jugera. Ça peut vouloir dire que ceux qui sont en train de courir n'ont pas encore été rattrapés par la police. Et donc, on ne peut pas dire qu'ils ne doivent pas être jugés, mais ils doivent être laissés en circulation le jour où on les attrapera tous les 5. Il y a des braqueurs qui sont arrêtés, on arrête 3 membres d'un gang et on continue à poursuivre les autres à partir des éléments que cela donne. Moi, je pense que le problème, c'est simplement une articulation des activités par rapport aux prescriptions de la loi. Et dans le cas d'espèce, il s'agit de requérir l'autorisation du ministre de l'administration territoriale. Par rapport à ce que l'honorable Cabral a dit, je suis d'accord. Même la levée de fonds sur Internet n'est pas encadrée par une loi spécifique. Il y a un vide juridique là-dessus. Il ne faut pas attendre le jour qu'il y aura un problème pour vouloir réglementer. On ne réglemente pas a posteriori. Il ne faut pas attendre un problème pour le résoudre, n'est-ce pas, prof? Naturellement, il ne faut pas attendre. Voilà. C'était pour vous charrier. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est tout à fait normal. La législation a posteriori est dangereuse parce que elle peut encourager les tensions sociales. Nul n'est censé ignorer la loi, mais il faut que la loi existe pour que la démocratie soit encadrée à partir des lois qui existent. Parlant d'existence, le grand prof, le Kamto, nous a appris que nécessité fait ou vos lois. Je veux savoir, parce que la question est posée régulièrement sur la toile, les gens qui se demandent, bon, alors ça veut dire quoi? Si j'ai faim, puisqu'il y a nécessité, est-ce que je peux aller voler chez le boutiquier d'en face et je vais interpeller que nécessité vos lois? Sur cette question, quand même, vous précisez que l'état de nécessité est une circonstance atténuante en matière pénale. Si vous réussissez à convaincre le juge que si vous n'aviez pas volé, vous seriez mort de faim, le juge va voir que vous n'avez pas volé toute la boutique, vous avez juste volé ce qu'il vous faut pour vivre. Moi, je pense que sur cet aspect-là, il faut faire une différence entre le droit et la plaidoirie. C'est deux choses différentes. Hein. Quand quelqu'un est en difficulté, il plaide.
c'est-à-dire la plaidoirie vient de plaider, ça veut dire qu'il essaie d'utiliser les arguments qui peuvent le discuter. Donc, ce monsieur qu'on appelle Maurice Kamto, il est quand même avocat, donc c'est tout à fait normal qu'il puisse essayer de tirer par les cheveux des arguments qui peuvent l'aider à sortir du pétrin dans lequel il est tombé. Doit-on voler parce qu'il y a nécessité de manger? Oui, mais dans la logique du droit processuel, dans lequel justement les avocats sont... Attention, votre micro, je crois qu'il a des soucis. Est-ce qu'on a bien le prof? Les avocats sont obligés de s'engager. On peut utiliser ce type d'argument, mais le droit processuel, c'est une chose, le droit institutionnel, c'en est une autre. Et puis l'état de nécessité même dont il est question, ça dépend de quelle manière on l'aborde, par quel compartiment du droit. Parce que derrière la logique, il y a une logique qui est beaucoup plus vicieuse, derrière ce necessitat fasciste legem. En réalité, c'est une démarche qui dit qu'il n'y a plus de système de droit. Et qu'à partir du moment où il n'y a plus de système de droit, on peut faire ce qu'on veut. Et il se met donc en position de déclarer la nécessité. Au niveau institutionnel, en a-t-il compétence? A-t-il compétence pour dire nous sommes en état de nécessité, ce qui prendrait la forme, par exemple, de l'état d'urgence? Qu'est-ce qui le qualifie à dire que nous sommes en état de nécessité et que dans l'état de nécessité, on peut faire ce qu'on veut? La nécessité même, en droit, quel que soit le compartiment, est encadrée. Et l'honorable Cabral Libye le disait justement, on peut l'évoquer à titre de circonstances atténuantes. Ce qui signifie que ça n'empêche pas qu'on puisse être condamné. Voilà. D'accord, c'est compris. Il faut qu'on avance. Il y a l'honorable Kopi qui n'a pas encore donné son avis sur la question. Rapidement, honorable Cabral. Je ne sais vraiment pas pourquoi ça va dans tous les sens. Je pense qu'il ne faut pas embrouiller les Camerounais avec des questions de règlement de compte ou des rapports compliqués ou difficiles entre individus, entre personnes. Les Camerounais doivent savoir que quand ils militent dans un parti politique, ils sont libres et aucune loi n'interdit qu'un militant d'un parti politique manifeste sa générosité vis-à-vis de ce parti politique-là. Donc il faut bien préciser que sur la loi concernant les partis politiques, les partis sont libres de fixer les montants de cotisation de leurs membres. Et sur ce fondement... Non, mais c'est pour ça que je voudrais clarifier les choses. C'est-à-dire il faut clarifier les choses. C'est très simple. Et même la loi numéro 056. Moi, je prends le cas du PCRN. Dans un communiqué récent du comité directeur, nous avons annoncé une plateforme contributive à l'adresse des militants du PCRN et ça n'a rien d'illégal. Parce que le président du parti politique que je suis peut demander à chaque militant un effort, une contribution de 100 milliards. S'ils les ont, ils vont les donner. Et ça ne souffre d'aucune légalité. C'est pour ça que je dis que sur cette question, ne travestissons pas le plus intéressant et le plus édifiant pour les compatriotes en se perdant dans des questions de ping-pong. En réalité, dans un cas comme dans l'autre, on va mobiliser des arguments de plaidoirie qui ne sont pas loin des arguments spécieux, mais ça nous éloigne du fond. Il faut rassurer les Camerounais que rien. D'ailleurs, il faut les encourager à être militants. Lorsqu'ils militent dans une organisation, et cette loi, elle est claire, le 83, les organisations sont libres de faire des levées de fonds. Les partis politiques aussi, sur le fondement des lois que j'ai évoquées, peuvent lever des fonds. Et qu'ils ne soient en aucun cas inquiétés par tout ce débat, en réalité, qui est plus distrayant qu'autre chose. Honorable, pour ça, il faut que les autres prennent la parole. Il nous reste très peu de temps. Il y a des éléments à préciser. Cette initiative n'a pas été prise au titre du MRC. Elle a été prise en dehors du MRC. Et c'est pour ça que précisément, M. Penda Ekoka a été choisi pour montrer que ce n'était pas une initiative partisane. C'est pour ça que précisément, on ne peut pas évoquer la loi de 90 pour ne pas aller plus loin. On va écouter l'honorable Koupita Adamo. Vraiment, on est pris par le temps. Cette levée de fonds intervient quand même après quelques événements honorables. Il y a eu les ultimatums de Maurice Kamto au président Biya. Il y a eu une sorte d'appel à la désobéissance civile également. Et puis, cette levée de fonds sur le couvert de, je crois c'est Survival Cameroun, un truc. Et puis, Kamto qui annonce cette levée de fonds se présente comme président élu. Bon, M. Obama, je pense que nous sommes sur un terrain politique et politique de démocratie.
Il ne me revient pas en tant que cadre d'un parti politique de juger et d'apprécier les initiatives de notre parti. Le rapport entre le MS et son leader et les électeurs, maintenant, peut se faire sur l'arbitrage de l'institutionnel, si cet institutionnel est véritablement neutre et arbitre au nom de la République, non et Vous non au craignez nom les d'un parti représailles des politique. militants du MRC, apparemment. Pardon? Vous craignez les représailles des militants du MRC? Non, je ne crains pas. Moi, je suis libre d'exprimer Est-ce mes que positions. l'action, Vous savez que est-ce que l'action est légale, selon vous? vous avez suivi ceux qui ont l'expertise en matière de juridisme. Et on m'a parlé, on a évoqué toutes les lois. J'ai moi-même, en tant qu'amateur, visité la loi de 83. J'ai également, je sais lire la loi de 90 sur les partis politiques. Bon, maintenant, quand on regarde ça, on a l'impression que l'opération ne trouve pas une assise normative. Mais maintenant, est-ce que ceux qui repliquent et revendiquent le respect des normes sont l'exemple du même respect des normes? C'est là où il y a la question. J'ai entendu ici le professeur Mathias dit qu'il y a une tentative de politisation d'une situation de pandémie qui devrait plutôt nécessiter une sorte d'union sacrée. Et vous-même, vous avez posé la question de savoir pourquoi on ne s'aligne pas derrière les initiatives du gouvernement. Ce mot alignement m'étonne, ça me frustre. Vous savez, le docteur Adamoun Damjoya, à qui je rends hommage, parce que c'est ma première prise de parole ici après son rappel à Dieu, nous disait ceci. En 1995, il disait déjà, si nous voulons gouverner ce pays pour rechercher le progrès de la nation, nous devons aller à la décentralisation. 10 ans après, il a sorti le livre qu'il a appelé le nouveau contrat social. Le nouveau contrat social voudrait qu'on sorte du sentier bâti, de la conception de la société située ou des citoyens situés, pour comprendre que le pays ici ne peut être gouverné que si on fait la gouvernance inclusive et non exclusive. Le Cameroun, pour ces dernières décennies, a été attaqué par 3 crises majeures. La crise de Boko Haram, la crise de la guerre avec les Ambazoniens, et puis la crise du coronavirus. En aucun moment, on a senti le gouvernement trouver la nécessité d'inclure, n'est-ce pas, les acteurs politiques de la société civile autour d'une concertation pour mieux faire face à l'ennemi commun. Ah à tout moment... Honorable, c'est pas vrai. Non, si vous permettez, vous gardez le micro, mais on a quand même vu le Premier ministre qui a rencontré le leader politique. Je pense que Honorable Cabral Libi, avant le grand dialogue, pendant le grand dialogue et après le grand dialogue. Le grand dialogue, et la semaine dernière encore, il a reçu certains leaders. Non, le grand dialogue, c'est et ça rejoint la question de l'honorable Cabral Libi quand il voulait relancer le professeur, s'agissant de e-learning. Mais à quel moment le gouvernement agit? On agit que lorsqu'on est dos au mur, lorsqu'on a l'impression qu'on n'a pas de choix. Or, il faut agir de manière anticipative. On ne fait pas cela. On pense que le gouvernement, parce qu'il est majoritaire, il a la science infuse, il a la raison des raisons, et les autres ne sont rien. Mais je pense qu'on ne peut montrer sa grandeur que lorsqu'on exprime sa capacité à tenir compte du plus petit que soi. D'accord. Or, ici au Cameroun, on pense que l'opposition ne vaut rien. On prend les initiatives sans l'associer et on lui demande, ou bien on lui reproche même de ne pas soutenir ixo facto des initiatives gouvernementales sur lesquelles on trouve généralement des limites importantes. Merci beaucoup. On va écouter pour sortir Dieudonné Soba sur la question, les collectes qui sont organisées par le MRC et de privé. Il y a Mme Nouran, mais elle, je pense qu'elle a dû suivre la ligne demandée par la loi camerounaise, puisqu'il y a une demande qui a été envoyée au MINET. Monsieur Soba, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je crois que pour traiter d'une problématique, ce n'est pas bon de la rattacher au MRC à M. Kamto. Parce que certaines problématiques ont une importance nationale, comme celle du financement, ou même le recours à la charité publique. C'est des problématiques qui peuvent faire l'objet d'un débat. Mais pas parce que le MRC l'a fait. Pourquoi? Parce que le MRC ne le fait pas par ignorance. Il ne le fait pas par un amour particulier. Tout le monde sait que c'est un parti qui a engagé dans une stratégie
révolutionnaires et insurrectionnels. Dans le cas d'espèce, le gouvernement a lancé une initiative. Le président du MRC estime que c'est lui le président élu et veut donc créer un championnat de collecte pour montrer que c'est lui qui est légitime. Autrement dit, il voudrait donc battre son concurrent, c'est-à-dire le président Paul Biya, avec sa collecte, parce que c'est ça la procuration de M. Kamto et ces gens. C'est-à-dire montrer qu'au Cameroun, c'est lui et ces gens qui sont légitimes. C'est pour ça que lorsque nous voulons mélanger les problèmes de fond qu'a évoqué l'honorable Cabral, c'est-à-dire sur les imprisons de la loi et ordre, avec le problème Kamto, il y a une confusion. Monsieur Kamto n'agit pas dans l'ignorance de la loi. Il agit dans sa stratégie de président élu. Il veut donc en quelque sorte se substituer à l'État, créer un championnat entre deux États. L'État que gère le président Biya et son État à lui, en lançant donc une initiative concurrente. Parce que lorsqu'on voit à peu près ce qu'ils font, on voit bien qu'à chaque jour, chaque minute, ils disent que nous on attend, alors que les autres n'ont rien. Donc c'est-à-dire, c'est pour ça que pour chuter, parce que c'est terminé. L'émission doit être consacrée soit à la collecte de Kamto, afin qu'on puisse dénoncer ces manœuvres révolutionnaires ou insurrectionnelles, puis une autre émission sur le problème plus spécifique du financement qu'ont évoqué les deux honorables. Merci beaucoup. Ma position. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'avoir suivi le débat. On se rend d'ailleurs compte que la collecte officielle lancée par le chef de l'État, en dehors des quelques entreprises comme Congelcam qui a donné 250 millions, Prométal 150 millions, c'est assez... on n'a pas l'impression qu'il y a le même engouement que par le passé. Peut-être que le MINAC devrait organiser sur l'ensemble du territoire, la région, département, la collecte pour qu'on puisse avoir les fonds pour venir à bout du Covid-19 au Cameroun. On va remercier ceux qui étaient avec nous ce matin. On remercie le professeur Abouya Malassé d'avoir été avec nous. On espère qu'on aura finalement la bande passante dans les universités camerounaises, que le chef de l'État va ordonner un déblocage rapide des fonds pour que les Camerounais, les étudiants camerounais puissent avoir Internet dans leur campus. Merci à Dieudonné Somba qui a remis, il est bizarre votre masque, monsieur. Il a la forme d'un sous-vêtement, votre masque. Mais... il faut que les uns et les autres vraiment, c'est dès demain d'ailleurs. Dès demain, c'est généralisé. Ça, c'est un masque de production locale. Je crois que c'est bon. Est-ce qu'il est homologué, par la norme? On attend le texte du ministre de l'Industrie et j'ai quand même mon désinfectant, lui il est aux normes. Merci beaucoup. On remercie l'honorable Koupi Tadamou d'avoir été avec nous. On profite pour présenter encore nos condoléances. Le ministre de l'Administration territoriale demande l'ouverture d'une enquête et le gel des fonds de l'association Survie Cameroun, Survival Initiative. Dans le cadre de la loi, Atanganji précise que la loi numéro 90/056 du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques dispose en son article 10 qu'il est formellement interdit à un parti politique de recevoir des fonds venant de l'extérieur. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.